Assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Content de vous accueillir à nouveau dans l'invité du direct. L'invité du direct qui reçoit cette semaine le professeur Omar Aktouf de HEC Montréal. Omar Aktouf, marhaba bik, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Merci à vous. En cours d'une série de conférences à travers l'Europe et en Algérie, dans un monde un peu chaotique. On sort d'une pandémie de 2 ans qui a mis un peu l'économie mondiale à genoux. Les conséquences du dérèglement climatique se ressentent de plus en plus dès cet été. Poutine a ajouté son grain de sel dans l'affaire avec l'invasion de l'Ukraine, qui a provoqué ou qui a accéléré un mouvement d'inflation dans le monde et qui devient aujourd'hui une vraie problématique. Vous dites dans votre cycle de conférences que les instruments qu'on a utilisés jusqu'à maintenant pour appréhender l'économie ne sont plus valables. Ça veut dire quoi, ça? Ah, absolument. Ça fait longtemps, hein, depuis les derniers rapports du Club de Rome, où on dit que les instruments d'analyse économique sont dépassés. Alors, ils sont dépassés pourquoi? Donc, très vite, on fait de l'économie comme on l'a pensé depuis le 19e siècle. C'est-à-dire en termes de croissance infinie, d'accumulation, d'augmentation du PIB, du PNB, etc. Et on a confondu pendant pratiquement 2 siècles croissance et développement. Or, la croissance, c'est quelque chose qui peut aider au développement, mais quand on glisse dans la croissance vers la croissance, et surtout quand le capital bancaire commence à l'emporter sur le capital industriel, donc ça devient finance essentiellement, et la finance peut croître à l'infini sans aucune limite, eh bien, il faut comprendre qu'on est dans un monde limité. Et quand on est dans un monde limité, on ne peut pas faire de la croissance illimitée, c'est évident, on ne peut pas faire l'infini dans le fini. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de finances, par exemple, dans les banques, etc., vous avez parlé d'hyperinflation, c'est l'accumulation en numéraire, en actions, en débentures, en machin, en fait, tout ce que vous voudrez, en produits dérivés qui circulent, il y a à peu près 10 fois la valeur de la planète. Entre 10, 12, 15 fois la valeur de la planète. Et donc ça, c'est extrêmement destructeur et hyperinflationniste. Alors si vous ajoutez ce qui s'est passé, donc comme vous l'avez dit, avec le Covid et tout ça, et puis si on ajoute les quantitative easing, l'assouplissement quantitatif, c'est-à-dire enfin en clair la planche à billets, quoi. On fait marcher la planche à billets à fond dans le monde occidental essentiellement depuis 2008. Or, cette planche à billets à fond a gonflé toutes les cités, toutes les places financières du monde, à tel point, et les banques évidemment, à tel point que maintenant, cet argent qui commence à sortir des banques, parce qu'il y a la guerre d'Ukraine, parce qu'il y a ceci, parce qu'il faut lancer... Et là, il y a de l'hyperinflation, je l'ai vu en Tunisie, c'est absolument affolant. Les Tunisiens, leur salaire, le SMIC, permet à peine de satisfaire les besoins indispensables journaliers. Alors la facture d'électricité, la facture d'eau, la facture de ceci, cela, il faut aller emprunter à la banque et ils disent on va dans le rouge, le rouge. Donc, alors là, il y a l'hyperinflation, mais il y a aussi un autre phénomène qui peut expliquer ça, c'est qu'on a fait de l'économie, donc un paradigme économique qui date du 19e siècle, donc l'économie néoclassique, néolibérale, et l'accumulation donc, de l'économie néoclassique à l'économie néolibérale, la mondialisation, ont conduit le monde à une espèce d'exubérance économique irrationnelle, comme dirait Alan Greenspan, qui a fait qu'on s'est mis à croire qu'on pouvait faire de l'Afrique Las Vegas, qu'on pouvait faire de l'Amérique latine Cincinnati, ou Philadelphie, ou Paris, ou je ne sais quoi. Or, c'est impossible. Alors, pour comprendre pourquoi c'est impossible, et vers quoi on va, et qu'est-ce qu'il faut maintenant, dans quel terme il faut penser maintenant, il faut d'abord comprendre que cette économie est devenue une économie hyper extractive par rapport à ce que peut donner la Terre, notre Terre. Alors quand je parle d'économie hyper extractive,
c'est pas uniquement hyper extractive en termes de pétrole, de gaz, de minerais, etc. Hyper extractive en termes humains, en termes aussi de conditions de vie et d'existence des êtres humains. Tout le monde peut constater que depuis les années 80, enfin depuis la fin des Trente Glorieuses, tout le monde peut constater que tout s'est dégradé, se dégrade et continue à se dégrader de façon presque exponentielle. Alors, on a essayé de comprendre cette dégradation à partir du même paradigme et des mêmes concepts et des mêmes théories que celles qui ont fait l'économie néoclassique et l'économie néolibérale. Alors là, on va s'arrêter juste une minute pour préciser un peu les réponses et comment tout ça a pu être théorisé. On parle d'application des principes de la thermodynamique en économie, et l'économie, on l'approche comme une branche de la thermodynamique. Exactement. Expliquez-nous. Voilà, c'est à ça que j'allais venir. Donc, on s'est rendu compte maintenant qu'Einstein avait raison quand il avait l'habitude de dire pour comprendre un problème et le résoudre, il faut sortir du système de pensée qui a créé le problème. Donc maintenant ça arrive. Alors il y a des économistes, des thèses en économie qui se font, des théories, etc. Et ça porte le nom générique de paradigme thermodynamique de l'économie. Alors il faut savoir que votre serviteur en est le précurseur, parce que j'ai commencé à penser en ces termes dans les années 70 déjà. Pour quelle raison? Parce que tout simplement j'ai fait des études d'économie, j'ai fait des études de gestion, mais j'ai aussi fait des études de physique, notamment de physique théorique. Et en physique théorique, on nous apprend que quand il y a travail, il y a destruction du fait de l'entropie, donc du deuxième principe de la thermodynamique, c'est-à-dire que le travail, c'est de l'énergie. Et à partir du moment où le travail, c'est de l'énergie, et quand on sait, premier principe de la thermodynamique, que la quantité d'énergie dans l'univers est constante, à partir du moment où on produit un travail quelconque, on détruit une quantité d'énergie qui vient d'une quantité d'énergie qui est constante. Alors, ce qui fait que ce qui augmente sans arrêt à l'échelle de la planète, c'est une forme d'énergie qui est définitivement inutilisable. Et ce qui baisse constamment et de plus en plus, c'est la forme d'énergie utilisable. Alors, on le voit tous les jours devant nous, on a de plus en plus de chômeurs, on a de plus en plus d'externalités négatives. Je m'arrête une seconde sur cela pour bien comprendre, faire comprendre à nos amis auditeurs. Un stock stable d'énergie, ça signifie que l'activité humaine n'est pas capable de générer de nouvelles énergies? Mais pas du tout, on ne peut pas. Quand on prend de l'uranium en minerai et qu'on fait de la fission ou de la fusion et que ça crée de l'électricité, c'est pas une nouvelle énergie qu'on crée? Non, pas du tout. Parce que l'énergie, la quantité d'énergie à l'échelle de l'univers est constante. C'est le premier principe de la thermodynamique. Donc à partir de là, toute énergie que vous utilisez, c'est une énergie qui sort d'un bassin. C'est comme ce verre, il y a cette quantité d'eau. Vous ne pouvez pas y ajouter une goutte, vous ne pouvez pas en enlever une goutte, elle est constante. Donc à chaque fois que vous utilisez une goutte d'eau de ce verre, cette goutte est définitivement perdue. Qu'elle soit de la fusion, de la fission, de tout ce que vous voudrez, du gaz, du pétrole, de tout ce que vous voudrez, c'est une quantité d'énergie. Et je dis, cette énergie est polymorphe, elle est multidimensionnelle. Il ne faut plus penser ça qu'apporte ce paradigme thermodynamique, c'est que ce qu'on doit appeler énergie, c'est autant la quantité de chômeurs qu'on crée en faisant des plans sociaux dans les entreprises. Tous ces chômeurs qui sont mis à la rue, ces familles qui sont ruinées, etc., c'est de l'énergie négative, donc de l'énergie qui ne sert plus, qui est augmentée dans le monde. Quand le nombre de chômeurs augmente dans le monde, on augmente la quantité d'énergie dégradée parce que ces gens-là ne peuvent plus rien apporter à l'économie, ils ne peuvent qu'en absorber, qu'en prendre. Alors vous avez cité tout à l'heure la théorie classique et la théorie néoclassique qui ont développé le paradigme productif. Néolibéral, oui. Néolibéral, la théorie marxiste également, dans un autre registre, en aspirant à la satisfaction de tous les besoins humains, et la société communiste, c'est une société où l'homme satisfait tous ses besoins sans se spécialiser dans une catégorie de travail précis. Mais l'arrière-plan est aussi productiviste. Oui, mais bon, il faut bien comprendre que mon discours n'a jamais été d'opposer la théorie marxiste ou communiste à la théorie néoclassique. Non, c'est une question. Jamais.
Bon, évidemment, quand on prend Karl Marx, il est sur l'époque, il est du 19e siècle. Karl Marx était classique. Donc il pensait l'économie, lui aussi, en termes de croissance. Et d'ailleurs, la thermodynamique n'existait pas, donc il ne pouvait même pas penser le deuxième principe ou le premier principe, ou quoi qu'il avait une conscience écologique, on le sait maintenant. Mais l'essentiel qu'il faut comprendre à présent, c'est qu'il est définitivement impossible de penser de réduire les effets négatifs de cette économie hyper extractiviste, hyper dissipative d'énergie. Elle dissipe trop d'énergie. Quand l'océan est plein de plastique à s'asphyxier, c'est une dissipation d'énergie énorme. Quand il y a des orages violents dans toute la France, dans l'Allemagne, etc., et qui dévastent des villages, des villes, etc., c'est une énorme dissipation d'énergie qu'il faudra compenser. Et donc là, à partir de maintenant, il y a ce paradigme donc, thermodynamique de l'économie, auquel personnellement j'ajoute la gestion. Et là, en ajoutant la gestion, on ajoute la question du profit. Alors on dit on crée du profit, mais le profit c'est de l'argent. Or, si on interroge n'importe quel étudiant de première année d'économie, il vous dira qu'il a appris qu'on n'imprime aucune unité monétaire dans le monde, sinon d'abord pour payer le travail de quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le capital circulant. Donc ce capital circulant, les cartes de crédit que vous avez dans votre poche, l'argent que vous avez dans votre poche, que j'ai dans mes poches, etc., c'est de l'argent qui a servi à payer le travail de quelqu'un quelque part. Donc tout l'argent qui circule, c'est de l'énergie. Or l'entreprise dit, moi je crée du profit. Or le profit c'est de l'argent. Si l'argent c'est de l'énergie, donc le profit c'est de l'énergie. Or on ne sait pas créer d'énergie. On ne sait pas créer le vent, on ne sait pas créer le pétrole, on ne sait pas créer les arbres, on ne sait pas créer le gaz. Et donc, moi, c'est ça mon problème. C'est ce qui me différencie de tous ceux qui pensent le paradigme thermodynamique à partir du premier principe, qui est le principe de la quantité totale d'énergie, qui disent on dissipe trop d'énergie. Alors moi, je dis non seulement on dissipe trop d'énergie par rapport à ce que cette énergie nous donne. Alors, je peux vous le dire en une illustration très pratique, chaque dollar d'augmentation du PNB depuis la décennie 80-90 a commencé à nécessiter beaucoup plus de dégâts que le dollar précédent avant les années 80-90. C'est-à-dire chaque dollar d'augmentation du PIB ou du PNB provoque plus d'asphyxie des océans, plus de morts des grands cétacés, plus de disparition d'espèces de poissons et de végétaux, etc., plus de dérèglement climatique, plus de chômeurs, plus de pays plus pauvres, etc. Donc chaque dollar qui augmente du PNB nous coûte infiniment plus que ce qu'il nous rapporte. Alors donc ce paradigme nous dit, et là où je vais donc vers le profit, quand on dit on crée du profit, et quand on sait qu'on ne crée rien du tout, alors il faut faire attention avec, je sais qu'il y a des gens qui vont peut-être penser au principe de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ça, c'est en chimie, 18e siècle, Lavoisier. En chimie, oui, en chimie, le poids atomique, avant une réaction et après une réaction, le poids atomique est le même. Mais ce que Lavoisier ne savait pas à son époque, évidemment, puisque la thermodynamique n'existait pas, c'est ce qu'on appelait plus tard l'effet Joule, c'est cette quantité de chaleur nécessaire à toute réaction chimique et qui est définitivement perdue. Donc une quantité d'énergie est définitivement perdue. Alors attention à ne pas mélanger. Que propose la thermodynamique pour répondre à ce constat sur lequel oui. le paradigme du 19e et 20e siècle est dépassé et qu'il est aujourd'hui devenu plus anthropique que développementiste. Exactement. Qu'est-ce qu'il propose comme réponse? Alors, ce qu'il propose, le paradigme thermodynamique, c'est qu'il propose d'abord de revoir le profit. Il devient absolument indispensable de faire du profit d'équilibre thermodynamique, dynamique, biologique, biochimique et biophysique. Autrement dit, écologique, si vous voulez. Bon, l'écologie regroupe un peu tous les termes que je viens d'employer. Donc, un profit d'équilibre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je travaille dans le bois ou dans le poisson, enfin peu importe, je fabrique cette table, etc., je fais attention à, quand je coupe un arbre pour fabriquer cette table, je commence, ça c'est le début, je commence par faire attention
à ce que toutes les branches, toutes les petites branches, toutes les feuilles, toutes les écorces, etc. de cet arbre soient utilisées à faire autre chose. Bon, peut-être des granules pour se chauffer, je ne sais pas quoi, mais aujourd'hui, avec le paradigme néoclassique et néolibéral, on fait cette table avec 1/100 de 1/100 de 1/1000 d'un arbre. Et tout le reste est gaspillé. Tout le reste. Deuxième chose, faire attention à tout ce que cet arbre permet à l'écosystème en termes de biodiversité. Il nourrit des scorpions, des serpents, des oiseaux, des ceci, des insectes, Il maintient la diversité. et tout ça. Voilà. La biodiversité. Donc faites attention à ça et ne coupez un autre arbre pour faire une autre table que quand le même arbre a poussé au même endroit, à la même taille et de la même espèce, et avec la même biodiversité. Si je travaille dans le poisson, je ne capture le même poisson que quand ce poisson de cette espèce a atteint la même taille et au même endroit avec la même biodiversité. Et le profit que je fais doit être un profit homéostatique, d'équilibre, c'est-à-dire un profit variable. Alors si le profit est variable, cela fait que les deux choses qui étaient variables pour faire que le profit soit fixe ou constamment en augmentation deviennent, elles, fixes, l'emploi et la nature. Alors, si on fait je vois que les conditions sont telles que je ne peux pas faire tant de profit pour donner tant de dividendes aux actionnaires, etc., ben, je baisse le taux de profit de façon à ce que je n'augmente pas le chômage, de façon à ce que je n'augmente pas la pollution. En fait, on va faire l'inverse de ce qui se fait aujourd'hui avec les bourses qui saluent les plans sociaux. Exactement. Alors, ce que dit le paradigme thermodynamique, c'est moi. Ce que je dis, c'est moi. C'est mes théories, c'est mes développements. Ça, c'est parce que tous les autres qui se sont intéressés, vous avez vu François Rodier, tout ça, etc., ne s'intéressent qu'au premier principe. Et ne s'intéressent qu'à utiliser le langage de la physique appliqué à l'économie en termes essentiellement de dissipation d'énergie. Bon. Mais moi, c'est en termes de profit. Et donc, en termes de profit, l'entreprise peut faire du profit, oui, mais attention, il faut nécessairement, absolument, définitivement se mettre dans la tête que ce profit ne peut en aucun cas être maximaliste et la demande des actionnaires ne peut plus en aucun cas être maximaliste. Et donc, le bout, si vous voulez, de ce raisonnement, c'est qu'il ne faut plus chercher à se demander est-ce qu'on va trouver des formes d'énergie indéfiniment renouvelables. Ce n'est pas ça le problème du paradigme thermodynamique. Il y en a qui le traitent comme ça, mais ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème du paradigme thermodynamique, c'est... De à la constance du stock d'énergie. Exactement, et le taux et la destination du profit. Donc un taux de profit homéostatique, ce qui fait donc que le gros de ce que dit ce paradigme, c'est l'inversion. Mais est-ce que ce n'est pas la prise de risque, puisqu'on est quand même dans un contexte capitaliste, on a bien entendu, il y a profit, il y a actionnaire, il y a entreprise, j'imagine qu'il y a concurrence, évidemment. Est-ce qu'on ne prend pas le risque avec cette théorie en réduisant les profits pour les maintenir dans un format homéostatique, de se priver, c'est l'argument qu'avancent les conseils d'administration en règle générale, Bien sûr. de se priver d'une capacité d'investissement et d'innovation? Alors là, oui, ça c'est l'argument massu. Je me fais Oui. le relais de cet argument. Oui, c'est l'argument massu. Mais ça, c'est un argument propre à la théorie économique néoclassique et néolibérale. Pourquoi investir indéfiniment? Pourquoi? J'ai un téléviseur qui marche très bien, etc., avec des cathodes, des anodes, je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce que je vais aller chercher un téléviseur? Un 4K, c'est mieux, on voit mieux quand même. Ben, on voit mieux, mais à quel prix? Mais à quel prix? C'est ça le problème. Alors le rapport entre le degré de satisfaction que m'apportent ces progrès, investissements, etc., par rapport à tout ce que je détruis et avec lequel j'handicape l'avenir, est tellement grand aujourd'hui qu'il faut même arrêter ce raisonnement, d'investir, de grossir. Pourquoi une PME doit absolument grossir? Il n'y a aucune raison. J'ai une PME, elle me rapporte 100 000, 200 000 par an, je fais bien vivre ma famille, je fais vivre 200 employés, baraka, stop.
Bon, aucune nécessité de grandir, de grossir, les tailles critiques, les machins, exporter, devenir mondialiste, devenir... Ça, c'est de la folie par rapport au paradigme thermodynamique. Donc, ce qu'il appelle, c'est une inversion de ce que j'appelle ce rapport de relation entre facteurs économiques. Ça implique un renoncement à un certain mode de consommation. Alors, oui, tout à fait, oui, je vais l'expliquer là. C'est qu'il faut partir maintenant de l'inverse. Plus se dire combien de profit je veux faire. Je veux faire tant, moi je veux tant. Non, pas du tout. Ou de PNB ou de ceci, cela. Partir de la question, qu'est-ce que la nature qui est autour de moi me permet de faire sans l'abîmer, sans la dégrader. C'est un principe de la permaculture d'ailleurs. Voilà. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui me permet de faire du profit sans qu'aucun citoyen de mon pays ne soit abîmé ou atteint dans sa qualité de vie. Alors à partir de là, je fais le profit que je peux. Je respecte la nature, je respecte le fait que tous les citoyens vivent en état de dignité, parce que si vous avez la moitié des citoyens algériens qui vivent en état de non-dignité, en état de frustration, en état de mépris, etc., c'est la moitié de la population. On va venir dans un moment aux citoyens algériens. Parlons plutôt du citoyen canadien. Je donne la même chose. Du citoyen canadien, est-ce qu'il y a un consensus, professeur Omar Khtouf, autour de ces théories qui sont un peu des théories de la décroissance? Est-ce que politiquement, ça fait un chemin dans l'électorat? Ça commence, mais il y a une différence avec la théorie de la décroissance. L'économie de la décroissance, c'est autre chose. L'économie de la décroissance ne parle pratiquement pas de paradigme thermodynamique ou très peu. Juste les travaux de Georgescu, Rogan, Rifkin, enfin ça date déjà des années 70, mais où on reste toujours au niveau de dissipation d'énergie. Mais ça se rejoint, c'est-à-dire que quand on veut lisser les profits en fonction des besoins pour ne pas toucher au stock d'énergie, cela peut vouloir dire qu'une année sur deux, on fait un peu de décroissance pour ne pas dépasser à la fois le taux de profit, le taux de production, ne pas renouveler les équipements qui c'est pas nécessaire de renouveler, etc. Voilà. Oui, mais le problème, là où la théorie de la décroissance est un peu courte par rapport au paradigme thermodynamique, c'est que la théorie de la décroissance s'arrête à la problématique de faire en sorte qu'on fasse un PNB qu'ils appellent durable, ou un développement durable, etc., etc. Or, ça, c'est impossible si on continue à penser l'économie en termes de dégager une plus-value, dégager une valeur ajoutée. Et les théories de la décroissance ne remettent pas ça en question, pas du tout. Alors, le paradigme thermodynamique, il remet ça complètement en question. Parce que ce qu'on appelle valeur ajoutée, maintenant, c'est du chômage. Il n'y a de valeur ajoutée que si on augmente le nombre de chômeurs à travers le monde entier. Alors, puisque vous parlez de chômage, ceux qui critiquent cette approche, celle que vous avez développée depuis tout à l'heure, disent on a eu droit à un laboratoire à échelle réelle de ce à quoi conduirait d'appliquer ce type de théorie qui, en fait, limite la production pour préserver la planète. On sait qu'il faut la préserver. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bien sûr. Ils disent la pandémie avec le confinement pendant plusieurs mois est le modèle de grandeur nature de ce qu'aurait donné une forme de limitation de la croissance parce et ça a généré surtout du chômage. Et donc en fait ces théories-là, ce seraient des méga machines à produire du chômage. Vous voulez dire théorie de la croissance, de la décroissance ou de paradigme thermodynamique. Ouh là, là, on va un peu vite en raisonnement. Alors il faut comprendre que le Covid, d'abord l'origine du Covid, on sait très bien ce que c'est l'hyper-extractivisme qui a fait que, en allant chercher des terres rares et je ne sais pas quoi pour faire ces cellulaires, on a été creuser la terre et creuser des barrières de forêts, de ceci, de cela, que la nature a préservé depuis des millénaires. C'est la zoonose, c'est une forme de voisinage entre l'humain et les habitats sauvages qui n'existaient pas il y a un siècle. Voilà. Mais dans l'habitat sauvage lui-même, il y a des espèces de chauves-souris qui, depuis des millénaires, n'étaient absolument pas faites pour rencontrer des lapins. Jamais. Mais à force d'aller détruire des montagnes, des barrières, des ceci, cela, la chauve-souris rencontre le lapin, ils ont 300 000 virus différents chacun, et hop, on a un virus qui s'appelle le Covid, et puis un petit virus comme ça a causé. Alors, le chômage, lui, vient.
Ce chômage ne vient pas du fait qu'il y a eu ce confinement qui a ralenti la production dans le monde, qui a créé une sorte de décroissance. Il y en a qui disent ça. Ça a créé une forme de décroissance. Bon, ce n'est pas du tout ça. Le fait, c'est que les pays développés ont arrêté de faire appel à l'immigration pendant 2 ans, 3 ans. Les populations actives vieillissaient. Donc ceux qui partaient à la retraite n'étaient pas remplacés. Ceux qui travaillaient, la population active, qui tout d'un coup était confinée, eh bien, elle a reçu, si je parle par exemple du Canada et des États-Unis, ont reçu des indemnités de confinement, d'urgence, etc., qui étaient très, très, très souvent supérieures de 20, 30, 40, 50% au salaire que ces gens gagnaient là où ils travaillaient. Je parle par exemple des hôtels, des restaurants, c'est surtout dans ces métiers-là qu'on a le plus de chômage. Métiers de service. Voilà, donc les métiers intermédiaires, là, les plombiers, électriciens, etc., etc., etc. Et la formation de ces gens-là s'est arrêtée pendant 3 ans. Donc ce qui fait qu'au bout de 3 ans, vous enlevez les immigrés, vous enlevez les retraités qui ne sont pas remplacés, vous enlevez la formation qui n'est pas faite, et vous avez évidemment un taux de chômage immense. Alors, si vous allez voir du côté de l'autre capitalisme, que j'appelle le capitalisme entrepreneurial, Allemagne, Japon, Scandinavie, etc., etc., grâce au système dual, qui est un système qui fait que les entreprises renouvellent systématiquement elles-mêmes leur main-d'œuvre. Elles ne comptent pas sur l'éducation nationale pour former les électriciens ou le plombier ou les agents de restaurant. C'est les entreprises elles-mêmes qui forment pour le métier. L'éducation nationale ne forme que des citoyens instruits. Et puis les retraités sont systématiquement rappelés dans des comités. Par exemple, au Japon, vous êtes retraité, vous à 55 ans. La retraite à 55 ans à peu près, enfin elle était, je ne sais pas si elle a changé. Eh bien, vous n'allez pas jouer au golf. Vous allez, si vous voulez jouer au golf ou à la pêche, personne ne vous en empêche. Mais vous êtes immédiatement admis, accueillis dans des comités qu'on appelle des comités de conseil et de planification. Donc, vous étiez métallurgiste ou je ne sais pas quoi, ou économiste, en fait, tout ce que vous voudrez. À la retraite, vous n'êtes pas un inutile, vous n'êtes pas un chômeur. Vous êtes un utile avec de l'expérience et du vécu, etc., dans un comité de planification où on vous donne des formes de jetons, comme dans les conseils d'administration, etc., à chaque fois que vous participez à des réflexions et tout ce qui s'ensuit. Donc, ce qui fait que moi, j'ai toujours plaidé pour qu'on regarde vers le capitalisme entrepreneurial, qu'on arrête de regarder le capitalisme financier. Alors, vous avez dit tout à l'heure, professeur, ça m'a interpellé qu'à la fin des 30 Glorieuses, depuis la fin des 30 Glorieuses, ça ne fait que se dégrader. J'étais interpellé, mais je ne voulais pas rebondir dessus immédiatement. Est-ce que ce n'est pas un peu une vision occidentaux-centriste? Parce qu'en fait, à la fin des 30 Glorieuses, si on ajoute 20 ans, c'est le début c'est l'arrivée de Deng Xiaoping à la tête de la Chine. Et 30 ans après, il y a 600 millions de Chinois qui sortent de la pauvreté. Oui. C'est en utilisant les règles classiques du capitalisme qui a été utilisé par la révolution industrielle anglaise et tout ce qui s'est passé après. Et donc, ce paradigme dont on dit qu'il est fini, c'est vrai qu'il dégrade la nature et qu'il détruit le stock fixe d'énergie, il continue quand même d'améliorer la situation de vie de centaines de millions de gens dans la partie non occidentale de l'économie mondiale. Et je parle des besoins de base, parce que bon, après effectivement on peut ouvrir un débat sur HD ou 4K pour une télévision, sur un téléphone, un smartphone encore plus intelligent, on peut ouvrir un débat délicat. Oui. Mais sur les besoins fondamentaux, la nourriture, l'habitat, chauffer la maison, avoir de l'eau potable, avoir des conditions sanitaires raisonnables, il y a un besoin de développement qui peut-être va continuer pendant longtemps à être hyper extractif parce qu'il répond à un certain besoin. Alors là, il faut voir ça avec des raisonnements un peu plus, comment dire, voir les choses de façon plus fine. Parce que là, bon, c'est vraiment macro comme tableau. C'est d'ailleurs le tableau qu'on sert en général un peu partout sur la Chine est rentrée dans le capitalisme, le capitalisme a sauvé la Chine. Bon. Moi, je vous dis, tout de go, s'il n'y avait pas la Chine, le capitalisme serait mort. C'est la Chine qui a sauvé le capitalisme. Pourquoi? Grâce au prix infiniment bas des produits de la Chine.
Et ça, heureusement que c'est arrivé. Heureusement. Les Chinois, les Hindous, etc., enfin les Indiens, bon, les Pakistanais, les Indonésiens, on voyait des gens se former en Occident, un peu partout, Canada, États-Unis, France, tout ce que vous voudrez, mais ils les envoyaient pas pour apprendre ce que font les capitalistes, c'est pour apprendre comment ils vivent et comment qu'est-ce qu'ils achètent, avec quel type de besoin, d'envie, de ceci, de cela, qu'est-ce qu'il faut faire pour leur vendre. Et c'est comme ça que la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie et tout ça ont appris à être les ateliers des États-Unis. 85% de ce qu'utilise chaque Canadien, chaque Américain moyen par jour vient de Chine, d'Inde, du Pakistan et de l'Indonésie. Je vous donne un exemple, un t-shirt fabriqué aux Philippines. Fabriqué aux Philippines, il sort des Philippines, il coûte 79 cents, 79 sous. Il arrive à New York, il débarque du bateau, il est vendu 39 $. Voilà un cadeau de 38,50 $ qui vient du pays des Philippines aux États-Unis. Si ces t-shirts, ces jeans, etc., qu'utilisent les États-Unis chaque jour étaient fabriqués aux États-Unis et payés au salaire états-unien, les États-Unis seraient ruinés. Personne ne peut se payer un jean ou un t-shirt fabriqué par des salaires à l'américaine. Mais en même temps, si un Américain a acheté ce t-shirt à ce prix-là, on peut toujours imaginer qu'il y a une partie de cet argent qui va aller à l'entreprise qui l'a produite et qui permet du développement local. Très peu, très peu. Enfin, la Chine, c'est quand même... 29. Mais la Chine est sortie de ce développement grâce aux exportations. Mais heureusement. Donc il y a une partie qui... Ben oui, mais en même temps, ils ont provoqué un chômage énorme dans tout le reste du monde, notamment aux États-Unis, les délocalisations, etc., c'est pas pour rien. Bon, et donc, est-ce que cette théorie, c'est quand même pas une théorie qui est difficile à appliquer pour des pays qui n'ont pas encore pu résoudre les problèmes de base, de besoins de base de leur population? Oui, alors il faut comprendre que la Chine est encore un des pays les plus pauvres du monde. Je pense aussi à la Chine. Non, ils sont 63e per capita. Dans la tranche, oui, par capita, ils sont passés dans la tranche 60-70. Par habitant, ils sont au niveau du Botswana ou quelque chose comme ça, par habitant. Parce qu'ils sont trop nombreux. Oui. Mais maintenant, alors... Est-ce que votre théorie ne s'applique pas aussi un peu à la démographie? Parce qu'on parle des ressources et on ne parle pas de la démographie. Mais de ceux qui consomment les ressources. On a eu un journaliste la dernière fois dans un débat, Hassan Haddouche, qui a rappelé que le rebond démographique en Algérie n'est pas une bonne... Enfin, il n'a pas dit comme ça, mais il avait souligné que c'était aussi devenu aujourd'hui un paramètre qu'il faut observer, quoi. Mais bien sûr qu'il faut l'observer, bien entendu. Mais la démographie, le rapport démographie-économie dépend du niveau de vie qu'on adopte. Si vous voulez en Algérie des cinquantaines de Brab et des cinquantaines de Bill Gates ou de je ne sais quoi, eh bien évidemment que la l'immense majorité des Algériens va vivre dans des gourmis. C'est évident. Mais si vous pensez Algérie... Vous pensez que c'est vital, produit de la misère, c'est écoutez, je connais Cuba. Cuba, ils sont pauvres, hyper pauvres, mais le peu qu'ils ont, ils le partagent. Vous n'avez pas de Cubains qui dorment dans la rue. On a des Cubains qui traversent vers Miami dans les boîtes people quand même. Bien sûr, mais ça c'était du temps de Batista, etc. Bien sûr qu'ils vont traverser. Du temps du Batista. Enfin, juste après. Du temps de Castro. Je veux dire que c'était des Cubains qui avaient grandi du temps de Batista. D'accord. Donc une fois que Castro est arrivé, ils trouvaient ça horrible. Bon, oui. Omar, c'est pas le modèle cubain que vous allez proposer au monde. Non, mais le modèle cubain, écoutez, Cuba, c'est quand même 70 ans d'un embargo, d'un blocus, mais inhumain. Si le blocus cubain de Cuba était imposé au Canada, le Canada aujourd'hui serait le Bangladesh. Cuba a résisté, mais c'est un miracle. Mais c'est ça qu'il faut étudier. S'il faut étudier un modèle économique, c'est bien comment Cuba a pu survivre et résister et avoir le meilleur système d'éducation du monde, meilleur système de santé du monde, le plus de population diplômée universitaire du monde. Et 255 médailles olympiques. Notamment en plus, voilà. En plus d'exporter des médecins, pendant que les États-Unis exportent des bombes, eux, ils exportent des médecins, quand même, dans le monde entier. Bon,
Alors c'est ce miracle-là qu'il faut étudier. Nous, Algériens, on devrait étudier comment Cuba a fait pour résister. Alors on va finir sur nous, Algériens. On va finir sur nous, Algériens, justement. Est-ce que quand vous écoutez un petit peu les propositions des politiques publiques en Algérie, oui. On a le sentiment, bon, on est bien sûr dans le paradigme classique du développement tel qu'il a été envisagé il y a 2 siècles. On parle beaucoup d'extraction d'ailleurs, et en termes primaires, même pas dans le terme secondaire. On dit après le pétrole, il y a le phosphate, il y a plein de terres rares, pétrole de schiste et gaz de schiste aussi, on les évoque. Donc on est toujours dans le modèle primaire de l'économie. Ce discours-là, il a peu de chance de prendre, y compris chez les élites en Algérie. Je pensais que vous vouliez de réussir. Pas de réussir, d'être adopté. D'être adopté, il va sûrement être adopté, parce que c'est le même paradigme. Ben, l'Algérie n'applique même pas les règles n'est pas rentrée dans les quotas des accords climat de Paris, ceux de Glasgow non plus, on n'est pas en train de d'engager la transition. Les accords de climat de Paris, mais c'est une vaste plaisanterie. Écoutez, prenez Lafarge, qui est dans le monde entier, c'est soi-disant taxe carbone, tout ça, mais c'est une plaisanterie inouïe, pour continuer à enrichir la Lafarge qui a fusionné avec Holcim et qui va bientôt ne s'appeler que Holcim, oui. Oui, ben alors, juste Lafarge. Lafarge, par exemple, a déclaré des usines qu'il a fermées dans le monde, y compris en France d'ailleurs, et en Belgique, enfin je ne sais pas où, ils les ont déclarées comme usines non émettrices. Ben, évidemment, elles sont fermées, elles n'émettent rien. Eh bien, Lafarge a reçu des crédits de l'Union européenne de centaines de millions de dollars pour non-émission de CO2. Mais c'est une vaste plaisanterie. Si on fait ça, taxe carbone, etc., il nous faudrait une armée de 50, 60, 70 millions de soldats, de policiers qui surveillent toutes les usines de tous ces multinationales et qu'ils aillent voir vraiment s'ils émettent ou s'ils n'émettent pas. En fait, je vais formuler ma question autrement. Est-ce que ces théories alternatives, qui ont le souci de préserver le potentiel de la Terre, parce qu'effectivement, l'approche de l'économie telle qu'on l'a fait jusqu'à maintenant détruit la Terre, ça va de soi, est-ce que ces théories-là ne doivent pas être engagées d'abord dans les pays, les grands centres producteurs de destruction ? Mais bien sûr. Et donc, dans un premier temps, ne vont pas beaucoup concerner les pays qui ont un gap à rattraper en termes de développement. Oui et non. Alors ça, c'est ce que le Club de Rome, déjà en 1972, a appelé la croissance organique différenciée. Ça voudrait dire que les pays aujourd'hui dits développés, moi je n'appelle pas ça développés, la France, les États-Unis, le Canada, tout ça, c'est pas c'est vers ces pays-là que les migrants vont quand même. C'est pas des pays développés, mais c'est des pays riches, c'est tout. Mais être riche et développé, c'est autre chose. Quand vous avez un pays comme les États-Unis où vous avez 40% ou 40 millions ou 50 millions de population qui n'a même pas accès à un dentiste, 80% de la population qui n'a pas accès à une éducation de qualité, etc., ben, c'est pas du développement, ça. Il y a des riches, mais il n'y a pas de développement. Bon. Donc, moi, ce que je voudrais pour le tiers-monde, c'est qu'il y ait développement, pas juste croissance. Et je l'ai déjà dit, je l'ai déjà écrit, créer une nouvelle classe de riches en Algérie, ça ne développera jamais l'Algérie ni aucun autre pays. D'ailleurs, regardez le Mexique, ils avaient l'homme le plus riche du monde, Carlos Slim. Ben, à quoi ça a servi au Mexique ? 40% des Mexicains vivent en pauvreté absolue. Le Mexique, c'est la guerre civile. Alors moi, je préfère 1 million de fois mieux vivre à Cuba qu'au Mexique. Je vous le dis carrément. Bon, alors donc, oui, les pays occidentaux devraient immédiatement commencer à penser, au lieu de ces hypocrisies de taxes carbone, de je sais pas quoi, de tout ce blabla qui sert à rien, et qui sert toujours les mêmes d'ailleurs, devrait penser à appliquer ce qu'a préconisé le Club de Rome depuis 1972, d'ailleurs le rapport qui s'appelait Halte à la croissance, en 1972. Donc, appliquer croissance organique différenciée. Commencer à stopper le nombre de cellulaires par habitant, par famille, de téléviseurs, de laptops. Vous savez, pour faire un laptop, combien il faut remuer de tonnes de terre? Un laptop, il faut remuer 8 tonnes de terre, 8 tonnes. Imaginez que tous les Chinois aient un laptop. Si tous les Chinois ont un laptop chacun, on n'a plus de planète. C'est fini. Alors il faut arrêter ça, c'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et le seul paradigme qui donne les explications, la généalogie, l'archéologie, l'analyse, la contextualisation et les pistes,
c'est le paradigme thermodynamique qui nous conduit, en tout cas comme je l'ai fait moi particulièrement, vers l'économie et la gestion et les taux et destinations de profit par rapport aux éléments dont on extrait le profit. Alors, juste un mot sur la démographie. Oui, sur la démographie. Justement sur la démographie, Albert Jacquard a déjà écrit que la Terre peut supporter 10 milliards, jusqu'à 10 milliards d'individus. On n'en est pas loin. Mais 10 milliards qui vivent au niveau d'un paysan du Sénégal. D'accord. D'accord. Voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup Omar Aktouf de Merci, nous avoir éclairé merci de à vos vous. lumières pendant cet vous. invité du direct. Merci à nos amis auditeurs. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différentes plateformes, sur nos sites radio1.net et magabemergent.net et vous inscrire, ne l'oubliez jamais, à notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci. Plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.